mais c'est en coordination aussi avec le même séminaire qui se donne au niveau de la maîtrise d'anthropologie sociale. Donc c'est, comme je précise, c'est une coordination de deux événements et donc il faut prendre la mesure de l'intérêt de ces deux activités académiques importantes qui s'inscrivent dans le cadre des activités de recherche de l'ADREP, parce que l'ADREP a un séminaire de recherche sur l'ethnologie en Haïti, faire l'histoire de la discipline pour accompagner son renouveau, parce qu'il y a toute une dynamique de renouvellement de l'ethnologie haïtienne, et dynamique de renouvellement qui donne lieu à ce nouveau programme de maîtrise en anthropologie sociale, qui donne lieu à toute une mise en œuvre qui va probablement nous conduire dans 5 ans et peut-être moins à un programme de doctorat en anthropologie en coordination avec des universités américaines, l'université de Kansas et différentes coopérations à la base de différentes coopérations internationales. Donc du coup, on essaie de relancer cette dynamique qui a existé puisque on peut le souligner quelque part, on est l'ethnologie haïtienne, ou bien l'anthropologie haïtienne, a été un carrefour, l'école haïtienne d'ethnologie a été un carrefour, et il faut reprendre, on a la chance d'être dans une institution assez particulière, parce qu'on n'a pas trop de tradition anthropologique, même dans les grandes écoles anthropologiques, en France comme aux États-Unis, on n'a pas d'institution qui soit aussi rattachée à son fondateur. On ne connaît pas d'institution qui soit rattachée à Boaz, et d'institutions qui soient aussi, qui découlent directement la tradition. Tiens, la tradition de l'école française d'ethnologie avec les deux Caïmiens, Mauss, on connaît Mauss dans l'institution française, et avoir une institution qui découle directement, puisque Priceman a été le fondateur de l'Institut d'ethnologie qui a donné la faculté d'ethnologie, tout ça, c'est quelque chose d'assez important sur lequel il faut capitaliser, il faut prendre en compte cette présence de l'ethnologie dans l'espace politique haïtien, dans l'espace social haïtien, et donc capitaliser sur ça pour permettre à l'ethnologie, à l'anthropologie de continuer à jouer un rôle important dans le pays, mais en même temps de renforcer la formation en anthropologie. Toute cette dynamique nécessite aussi qu'on comprenne qu'est-ce que ça pourrait dire cette tradition. Et c'est pour ça, aujourd'hui, on reçoit Stéphane Doyer, qui est philosophe, en principe, qui enseigne en Haïti depuis quelques temps, depuis longtemps, pas en principe, il est enseignant à l'école normale supérieure, il a enseigné dans le département de philosophie, et on a longtemps collaboré ensemble sur le programme de master en philosophie, qui est en fait un master délocalisé en philosophie à l'école normale, philosophie et critique contemporaine. Et donc, toute cette dynamique, c'est assez intéressant d'avoir Stéphane avec nous aujourd'hui, puisque Stéphane en même temps, il est dans une dynamique encore de solidarité avec Haïti, de coopération sur la philosophie, et c'est peut-être cette coopération sur la philosophie qui nous amène à cette coopération sur l'anthropologie, à mettre ensemble cette énergie pour essayer d'avancer, de créer cette dynamique au niveau de l'Université d'État d'Haïti. Donc, je n'entre pas dans les détails pour présenter le philosophe qui est avec nous, qui s'est beaucoup intéressé à Haïti, et c'est cet intérêt pour Haïti qui l'a conduit à travailler sur les textes de Firmin et qui nous propose une lecture de Firmin en contexte qu'il essaie de mettre en contexte avec les travaux scientifiques en France aussi, qu'il met en perspective avec l'école sociologique ou bien l'école ethnologique de Cagney. Donc, je n'entre pas dans les détails, je vais passer la parole à Stéphane, mais avant, je dois souligner que le séminaire international, ce n'est pas que moi, c'est un séminaire qui est co-animé. Donc, si j'anime le séminaire dans le cadre du master tout seul, mais dans le cadre du séminaire international,
pour donner tout le caractère international du séminaire. Je ne suis pas le seul à intervenir. Il y a Maud Leslie qui est, et aujourd'hui, Maud va toujours faire ce même rôle qu'elle a l'habitude dans le séminaire. Il va modérer le débat. Elle va aussi jouer le rôle comment dirais, de discutant, comme ça, pour nous permettre d'avancer dans les choses. Je passe la parole tout de suite à Stéphane pour son intervention. Je vais essayer de faire, sachant que je ne mesure qu'1,70 m et que face à cette table, j'ai juste un problème d'ajustement de mes papiers, de mes yeux, c'est-à-dire de ma machinerie universitaire qui me permet d'être en action. Donc il y aura peut-être quelques ratés qui seront des ratés strictement physiques liés au dispositif, mais on va y faire. Donc d'abord, la première chose qu'il convient toujours de faire, c'est de remercier tout le monde. Donc je vais rester aussi bref que ça, je veux dire sans détailler. Tous les présents qui, à une raison ou une autre, ont pu participer à ce moment de rencontre. C'est vraiment, quand même, je vais ajouter toujours, je crois, après les remerciements, le plaisir d'être là. Et c'est vrai que retravailler un moment avec Picard est une joie. Après, dire éventuellement de quel point de vue je vais parler de Firmin, c'est-à-dire comment j'y ai été conduit en dehors, effectivement, des voyages qui, depuis des décennies maintenant, me font repasser par ici. Je me suis fait, pour des raisons que j'ignore un peu, l'impératif donc de lire des auteurs et des textes d'ailleurs. Il y a toute une problématisation à l'échelle mondiale de la nécessité de le faire. Je n'en ai pas, peut-être qu'on pourra en débattre, de théorie particulière. Et donc, c'est une décision qui vient simplement du fait de constater, après des études que j'ai faites en philosophie et d'avoir été amené à enseigner cette discipline, de ne pas remarquer que le corpus était un corpus qui avait oublié d'intégrer un certain nombre de contributions importantes à ces références, et qu'il suffisait d'être un peu curieux et d'aller un peu traîner dans les bibliothèques pour s'apercevoir qu'il y avait eu des injustices, mais sans vouloir refaire une idée de justice, il y a des auteurs que l'on oublie éventuellement de lire. Alors, tout le monde n'oublie pas de les lire, mais en réalité, ils sont un peu dans cette position d'oublier. Et donc, la méthode toute simple que j'utilise dans un premier temps, c'est d'identifier, à l'occasion de mes passages en bibliothèque, c'est d'identifier qu'il existe des textes qui ressemblent par de très très nombreux aspects aux textes qui font partie du corpus bien identifiable donc de la philosophie. L'enjeu de constituer, on pourrait dire quand même un mot, tant que je parle un peu ici de philosophie, l'enjeu de savoir quels sont les textes que l'on lit, c'est-à-dire comment on constitue le répertoire de référence du travail philosophique, a évidemment donné lieu depuis toujours à des combats, à des luttes universitaires, à des divergences. Et on peut dire qu'avant la période qui est la nôtre, le combat était peut-être assez simple à représenter, c'est-à-dire qu'il y a eu le grand travail qui a été fait par les générations antérieures à veiller à ce que la pensée matérialiste ne soit pas oubliée par une Sorbonne prétendument spiritualiste. Ça, c'est dit de manière forte, mais en réalité, ça a correspondu assez bien à un travail de générations antérieures de mes collègues qui ont toujours voulu maintenir vivant dans le corpus des références philosophiques des auteurs un peu sulfureux, donc ou bien vraiment les matérialistes de l'Antiquité, ou bien le marquis de Sade, ou les libertins, ou un rationalisme. Donc il y a eu une volonté qui a eu de ce fait. Alors, c'est un peu dans le même schéma que l'on peut se dire, aujourd'hui, il y a un même geste à effectuer, qui consiste simplement à se dire, lisons des philosophes qui ne sont jamais cités par personne, dès lors que leurs livres ressemblent à ceux qui font l'objet de très très nombreuses citations. Il y a particulièrement un fait tout à fait choquant, parce que j'aime aussi beaucoup aller en Afrique noire, Afrique subsaharienne, qui est de constater
que mes collègues de philosophie qui sont en Afrique noire rédigent des thèses, rédigent des contributions scientifiques importantes sur rigoureusement les mêmes objets que la tradition européenne, c'est-à-dire qu'il y a des auteurs qui travaillent sur Hegel, qui travaillent sur Descartes, qui travaillent sur Spinoza, qui travaillent sur Platon, sur notre panthéon habituel. Et il y a ce fait tout à fait frappant de voir que leurs contributions, qui reçoivent la reconnaissance académique qui leur est due, en même temps, n'est jamais lue ni citée par personne. Donc il y a quelque chose d'un peu étrange, un geste tout simple à faire, qui indique quel est l'horizon mal questionné, je veux dire, parce que je n'en sais guère plus sur ce que je fais moi-même, qui me conduit à prendre régulièrement un ouvrage, je veux dire, qui me paraît ressembler fortement aux ouvrages avec lesquels on a tendance à travailler, et dont je sais simplement qu'il n'est pas dans le paysage, il n'est pas cité, il n'est pas reconnu, il n'est pas travaillé. J'ai travaillé comme ça sur un philosophe camerounais qui est travaillé au Cameroun et qui n'est pas travaillé en Europe. Je veux dire, et c'est une chose un peu étrange. Or, l'œuvre de ce philosophe est une œuvre qui entre, avec les complications qu'elle suppose, directement en rapport avec les questions contemporaines qu'il connaissait donc, évidemment. Voilà ce qui m'a conduit, en circulant donc dans l'espace haïtien, de rencontrer Joseph Anténor Firmin en tant qu'auteur, et c'est ce Firmin-là que je connais. D'ailleurs, je vais réduire tout ce que je connais au fur et à mesure de ce que je dirai pour en circonscrire le champ. Mais je sais qu'il existe un autre Firmin que le Firmin anthropologue, c'est-à-dire un Firmin qui vit même dans une actualité ou dans un présent à travers des gens qui se recommandent de Firmin sur des objets qui ont été effectivement les siens. Mais le Firmin sur lequel je me suis concentré pour le moment, qui est le Firmin qui ressemble donc par son texte à des objets que la philosophie telle que je la connais a l'habitude de travailler, c'est le Firmin qui a rédigé ce texte qui s'appelle « De l'égalité des races humaines ». Si vous ouvrez ce livre, et que cette tradition et de formation philosophique européenne, vous reconnaissez un livre qui mérite tout autant d'être lu, médité, travaillé, que d'autres ouvrages du XIXe siècle en tant que contribution importante, c'est-à-dire dans le champ des savoirs, et donc il devrait être présent dans ce que nous appelons l'histoire et la philosophie des sciences, à tout le moins. Donc, voilà ce que j'ai essayé de comprendre, c'est de le saisir de cette façon-là, et même dans l'exposé que je suis capable d'essayer de présenter ce matin, je dirais pas c'est un objet qui, de façon qui m'étonne un peu, me résiste par toutes sortes de dimensions sur lesquelles je vais venir très vite. Je me suis, pour le moment, concentré dans une lecture minutieuse de la première partie du livre de Firmin, qui est ce bilan critique qu'il fait de l'anthropologie qui, à ce moment-là, est naissante en France. La première partie du livre de Firmin, elle fait une lecture critique, épistémologique, et extrêmement critique, épistémologique, des savoirs anthropologiques qui se développent en France, puisqu'il se réfère beaucoup aux travaux français. J'introduirai quelques autres travaux à un moment ou à un autre. Donc il fait un bilan précis, exhaustif, de cette science anthropologique naissante, et c'est cette première partie-là qui mérite dans un premier temps d'être examinée. Je dirais par exemple parmi les choses que je ne sais pas encore, et à la limite si quelqu'un le sait, je veux dire, je suis justement plus que preneur, je veux dire, d'apprendre quelque chose. Je sais que c'est des formules rhétoriques, mais alors dans mon cas, non, ça l'est pas. Je veux dire, c'est de savoir que par exemple Firmin arrive vers 1982-83, après je suis toujours un peu flottant sur les dates, mais il arrive à Paris, il devient membre de la Société d'anthropologie de Paris, et dans les mois qui viennent, il écrit un ouvrage qui dénote une lecture et une connaissance de toute la production scientifique de l'anthropologie naissante. Alors, comment il a fait? Est-ce que déjà, avant sa venue, mais je n'ai pas de données là-dessus, parce qu'il y a quand même quelques commentaires, c'est quelqu'un qui est dans la réception, mais comment
comment cet homme a été capable d'assimiler en quelque chose qui se compte en mois ou en petites années autant de savoir, et voilà, est une enquête que je ne suis pas en mesure vraiment de faire, qui à mon avis mérite réponse. Ou bien on considère que c'était faisable, ou que c'était un génie, je veux dire, où on peut trouver des réponses, ou bien que déjà circulait à travers l'expérience qu'il avait des États-Unis, puisque des débats d'anthropologie avaient lieu aux États-Unis, il avait une connaissance antérieure. Bon voilà, ce sont je peux dire quelque chose que je ne sais pas, et qui font partie des choses qui continuent donc à me résister dans la compréhension que j'arrive à me faire de cela. Donc, la situation de départ de ma lecture, c'est simplement ma stupéfaction, qui n'est pas seulement la mienne, parce que la subjectivité ici n'a évidemment aucune importance, c'est la stupéfaction de rencontrer un ouvrage d'une puissance théorique considérable qui n'était pas lu, c'est-à-dire jusqu'il y a un certain nombre d'années, enfin, qui n'était pas lu, du moins dans la tradition universitaire dans laquelle je travaille. Quand il était cité en bas de page ou dans les manuels, je veux dire, bon, comme une figure que l'on peut consulter parce qu'on veut se représenter de manière exhaustive, au fond, tous les contributeurs à la science. Donc on se dit, bon, ben, alors on cite comme ça au milieu d'autres. Je veux dire, on va citer Firmin parce qu'il a quand même écrit un livre dont le titre, je veux dire, a eu la chance de correspondre à une configuration historique qui va être victorieuse. C'est que l'égalité des races humaines est évidemment quelque chose qui a gagné la bataille des idées. C'est pas lui qui l'a fait gagner, d'ailleurs, elle a été gagnée dans la tradition universitaire française par les sociologues de l'école de Durkheim qui ont imposé l'égalité comme une catégorie sociale tout à fait sociale plutôt qu'anthropologique importante. Et à partir de cette évidence, je veux dire, universitaire et pas seulement politique, hein, je veux dire qu'il y a égalité, je veux dire que l'égalité et l'idée d'égalité est une catégorie tout à fait fondamentale pour penser la vie des hommes et puis la nature des hommes et ce qu'ils peuvent, la culture humaine. Ce combat ayant été gagné, le livre de Firmin peut garder, grâce à ça, une évidence de lecture pour tout un chacun. Bon, donc, je suis parti de ce fait, mais donc je me suis trouvé devant un livre stupéfiant, et c'est ça que je voudrais commencer par évoquer, dans la mesure où il faut en même temps, c'est la manière dont je l'approche, comprendre que, d'une certaine manière, il est la contribution de Firmin pendant son séjour à Paris. Il était à Paris pendant toute une période, et sa contribution, c'est la rédaction de ce livre. Parce que, par ailleurs, dans la période où il est à Paris, bon, où il exerce différents métiers, où il circule dans différents milieux juridiques, intellectuels, c'est-à-dire qui sont un peu des contacts que les Haïtiens qui sont en exil, qui sont en voyage, qui sont en déplacement, qui sont présents à Paris, réussissent à produire. Et alors, il est à Paris et il va régulièrement à cette société dont on parlera, que vous connaissez certainement par d'autres biais, mais je vais essayer de rassembler juste tous les éléments nécessaires à ma lecture du livre de Firmin. Donc, il assiste aux séances de la Société d'anthropologie de Paris, qui a été fondée quelques dizaines d'années avant par Broca. Broca, dans un bras de fer qu'il a réussi à imposer au gouvernement de Napoléon III, qui dirigeait la France, et dans un bras de fer avec l'Église catholique, c'est-à-dire qui, sur la question de l'anthropologie, de l'origine de l'homme, était très attentive à ce que les discours qui soient tenus dans les sociétés savantes françaises n'attentent pas à l'image divine et à la conception divine du monde. Bon, donc Firmin adhère à cette société, mais ce qui est frappant, c'est que d'une certaine façon, il y est de façon invisible. Il apparaît pour les chercheurs, puisque Firmin est devenu aujourd'hui un objet d'étude, il a été réédité, il est traduit dans d'autres langues, il a été traduit en langue anglaise, il est traduit en langue espagnole, il devient aujourd'hui, depuis une dizaine d'années, il devient un objet d'étude. Mais donc,
des chercheurs, il y a même eu un colloque sur Firmin, peut-être plusieurs, un colloque visible dans le paysage intellectuel, c'est-à-dire dans le paysage Internet. On sait que des colloques se sont réunis autour de lui. Je sais que dans les études latino-caribéennes, je veux dire, il apparaît dans un certain nombre de revues que j'ai pu identifier. Donc il y a une actualité et une existence de Firmin qui est contemporaine, mais le même Firmin, pendant la période où il devient membre de la Société d'anthropologie de Paris, le même Firmin, quand il est là-bas, est invisible. Il faut le travail de chercheur pour trouver des traces, en dehors de ce livre énorme, je veux dire, et magnifique, il faut faire un travail de chercheur pour trouver quelques traces de son passage donc dans cette société. Au fond, il y a deux scènes qui constituent la présence de Joseph Anténor Firmin dans la visibilité qui est celle de la Société d'anthropologie de Paris. La première scène, c'est précisément celle que j'ai déjà évoquée, à la fois le fait assez surprenant, assez impressionnant de voir que cet homme qui devient membre de la Société d'anthropologie de Paris en 1884, en 1885, un an après, publie cet énorme volume. Et alors, si on commence à se donner des principes de lecture, ce qui est, évidemment, vous comprenez bien l'entrée que je peux faire d'un texte comme celui-là, c'est-à-dire comment en faire un objet pour la philosophie. Donc, si je considère effectivement cette œuvre qui s'appelle De l'égalité des races humaines, je pense qu'une bonne entrée consiste à se dire que la visibilité de Firmin dans le champ où il apparaît à Paris, la visibilité est celle-ci: quelqu'un qui vient d'arriver en 1884, écrit en 1885 une œuvre majeure. Et une œuvre majeure veut dire une œuvre dont je vais pouvoir à ce moment-là rechercher pour quelle raison est-ce que je peux penser que c'est une œuvre majeure. Je ne vais pas lui donner une note, c'est pas ça. Je vais essayer de comprendre pourquoi cette œuvre est une œuvre, et ça sera, je crois, ma question principale, est une œuvre qui sort du lot, ne ressemble pas aux productions scientifiques ordinaires, et cette non-ressemblance avec la production scientifique ordinaire, c'est celle de la production donc d'une œuvre majeure. Elle a ce trait particulier, hypothèse de lecture que je propose, qui peut être ensuite infirmée. Alors il doit y avoir des mots difficiles à prononcer quand on parle de Firmin, et donc on va devoir réfuter texte en main. C'est-à-dire, ce sont des hypothèses de lecture. Mais quand je le lis et le relis, j'ai l'impression que, d'une certaine façon, c'est une œuvre qui absorbe tout d'un coup l'ensemble des débats que Firmin aurait pu avoir si les choses s'étaient passées autrement. Qu'est-ce que je veux dire par là? Une œuvre ordinaire d'un anthropologue à la Société anthropologique de Paris, ça aurait été quelqu'un qui arrive en 1884, qui participe à tous les débats savants, et on va voir les drôles de débats savants qui occupent évidemment cette Société d'anthropologie de Paris, mais qui participe à ces débats, qui apparaît deux ou trois fois par an dans le bulletin, et on recopierait dans le bulletin une contribution de M. Joseph Anténor Firmin, et qui, au bout de 10 ou 15 ans, aurait rassemblé toutes ses interventions et tout son savoir dans un livre qui est un livre qui aurait appartenu à la production scientifique de la Société d'anthropologie de Paris. Or, cette dimension qui lie une production scientifique au débat, au dialogue, c'est-à-dire aux recherches collectives, aux séminaires internationaux dans lesquels s'élabore la pensée, c'est-à-dire et quelque chose qui fait que le livre va reprendre tout ça. Et là, on a une hypothèse de lecture, ça serait de décrire Firmin comme un homme qui va à très grande vitesse.
C'est un penseur à très grande vitesse qui, en un an, arrive à parler très peu, parce que manifestement, il ne parle pas beaucoup pendant cette année, il n'apparaît pas dans le bulletin, il assiste aux séances, il écoute les séances, et puis lui-même dialogue imaginairement avec, au fond, tout le corpus, toutes les doctrines, toutes les lignes qui se disputent la question. Et donc, en un an, il épuise tous ces débats et il les intègre dans un livre. Alors, pour embêter ceux d'entre vous qui ne sont pas vraiment philosophes, je dirais, je reconnaîtrais là-dedans un travail semblable à un dialogue platonicien. Donc, il y a une dimension de cet ordre, puisque vous savez qu'un dialogue platonicien, et sinon je vous demande de me faire confiance sur ce qu'est un dialogue platonicien est un dialogue qui arrive à soutenir une véritable doctrine, même si elle peut être aphoristique, mais en tout cas arrive à des lignes de conclusion, je veux dire, d'un effort de pensée. À la fin d'un dialogue platonicien, il y a toujours un moment où un problème est posé, les manières d'y répondre ont été analysées, je veux dire, les conclusions sont tirées de la situation, mais il y a tout un moment antérieur où Platon a incorporé dans un dialogue tous les débats savants de son époque, avec un nombre de personnages qui peuplent ces dialogues. Firmin fait ça, sûrement pas en pensant à Platon, hein, même s'il le cite, il a une culture juste éblouissante, quoi. Mais il fait la même chose, c'est-à-dire il cite toutes ces personnes qui sont ses collègues, qui l'entourent, il dialogue avec eux à l'intérieur de ce livre, il dit un mal fou de beaucoup d'entre eux, hein, c'est un livre violemment critique, et donc c'est vrai, un penseur à très grande vitesse, c'est-à-dire il épuise dans l'écriture en un an d'un ouvrage tous les dialogues qu'il aurait pu avoir avec ses collègues, les sociétaires qui l'entourent. En ce sens, je veux dire que c'est une œuvre majeure parce qu'elle récapitule tous les débats possibles, en tout cas du point de vue qu'il introduit, autour de sa question. Et ce qui en fait, deuxième caractère que j'imagine pour une œuvre majeure est une œuvre qui, quand elle a eu l'explication, la discussion, le dialogue scientifique avec l'ensemble visible des doctrines qui traitent de sa question. Au fond, sur la question de l'égalité des races humaines, on trouve récapitulé tout ce que le monde savant de l'époque était capable de dire. Il récupère ça à toute vitesse. Tout ça est repris, mais une fois que tout a été effectivement récapitulé et qu'il introduit ce dialogue, dont il dit lui-même, c'est pour ça que je pourrais appuyer et j'en dirai quelque chose, qu'il le mène à toute vitesse. Et c'est à toute vitesse que je mène ce dialogue. Il arrive à un point où il réorganise le champ problématique en le retournant complètement. Il fait une œuvre pour simplifier et dire les choses concrètement. Il discute avec tous ceux qui croient qu'il y a des races supérieures et des races inférieures. C'est tout ce qu'il rencontre dans l'anthropologie de l'époque. Il n'y a que des gens qui pensent qu'il y a des races supérieures et inférieures. Simplement, ils ont des manières différentes de penser la manière d'établir la supériorité ou l'infériorité des races. Et lui va, dialoguant avec toutes ces différentes manières de penser une inégalité, une supériorité, une infériorité des races humaines les unes avec les autres, menant à vitesse express ce dialogue avec toutes ces théories, va soutenir donc une thèse que lui seul soutient. Il n'a rigoureusement aucun appui, si ce n'est son collègue Janvier ou quelques haïtiens qui sont présents là, mais qui ne prennent pas la parole, même si Janvier avait lui-même écrit un texte sur l'égalité des races humaines, et Firmin lui a volé le titre, je crois, tranquillement. Mais il a écrit un meilleur livre, alors après, bon, c'est ce qui fait le meilleur livre qui gagne, quoi. J'ai lu les deux, quoi, voilà, c'est mon opinion qu'il n'y a pas photo, comme on peut s'exprimer ainsi, quoi. Mais donc, là, il arrive à une conclusion qu'il est seul à soutenir. Donc, vous êtes dans une science, très vite, vous avez l'intégralité des débats que vous pouvez avoir avec tous les hommes de cette spécialité. Vous arrivez à une conclusion radicalement différente que vous exposez. Quand vous faites ça, qu'est-ce que vous faites? Eh bien, vous renversez complètement le champ problématique. Et donc, on peut décrire cela sous la forme d'une image. Je pense beaucoup par image, je n'arrive pas à faire autrement. Mais c'est Firmin seul face à la science.
ce livre, bon, prend le risque, parce que c'est un risque, c'est un livre qui prend le risque d'être seul face à l'ensemble du savoir scientifique du domaine dans lequel il travaille et dans lequel il s'exprime. Une position extrêmement dangereuse, pour moi c'est une position fascinante. C'est vraiment une des questions que je me pose au-delà même du contenu de ce livre, c'est comment quelqu'un peut-il essayer de tenir cette position assez incroyable. Beaucoup le font, mais lui réussit à le faire. C'est pour ça que c'est une œuvre majeure. Et dans l'histoire de la pensée, il est arrivé régulièrement, alors on a nos héros classiques, Galilée a réussi à changer l'image du cosmos, c'est pas rien avec Copernic, ils ont été quelques-uns à dire non, il faut voir le monde de manière... Alors, ce sont les exemples rebattus que nous connaissons tous, quoi. Mais cette idée que quelqu'un, à l'intérieur de la science, dialoguant avec toute cette science, va à toute vitesse se donner une somme de ce qui a été pensé à ce sujet, renverse le tableau et dit il faut une autre science. Et donc l'anthropologie qui vient juste d'être fondée, qui commence, qui a ses travaux, qui a des hommes en costume, enfin, il faut voir ce que c'est que c'est sociétaire, et je donnerai d'autres aspects de ce qu'est cette société, bon, finalement, a devant elle un sujet seul, qui a une puissance de travail suffisante pour en un an produire un livre qui renverse toute la situation et dont la conclusion est clairement il faut que l'anthropologie change complètement d'orientation. Elle est partie sur une voie fausse, elle ne conduira à rien, et il avait raison. C'est-à-dire que peu après, mais non pas du tout à cause de lui, cette science va tirer les mêmes conclusions de ce qu'elle faisait et va se réorienter tout à fait autrement. Mais il occupe cette position de quelqu'un qui lance un défi au savoir entier dans lequel il travaille. Alors, tout le monde sait, je suppose, mais sinon je dois énoncer à haute voix, qu'est-ce que la Société d'anthropologie de Paris a pu faire de ce livre qui surgit de nulle part. Ils sont bien contents d'accueillir un personnage de passage qui a l'air intelligent, il est un peu prétentieux, je ne voudrais pas choquer les féministes éventuels du public, mais il est décrit comme un peu arrogant, orgueilleux, donc voilà, on a des témoignages sur lui. Bon, il a sa place et il parle brillamment, donc d'une certaine façon, il peut être content de sa présence, et puis qui prend tout le monde de vitesse et produit cet ouvrage, qui est un ouvrage donc suffisamment majeur pour remettre en cause le savoir existant. Donc, il y a là une configuration que je trouve intéressante. Et alors, il fait imprimer le livre chez un éditeur qui est une librairie juridique. Autour de l'université, il y a au XIXe siècle toutes sortes d'imprimeurs qui vivent du fait d'imprimer. Je pense que Firma a dû payer l'impression, c'est assez probable, quoi. Mais c'est des choses que je n'ai pas prévu d'intégrer à l'exposé que je fais devant vous, mais que par ailleurs, il y a plusieurs fois que j'essaye de parler de Firmin, donc il y a une représentation intéressante de Toussaint Louverture sur la page, et c'est un Toussaint Louverture intéressant. C'est un Toussaint Louverture qui a à la main, comme souvent on le représente, ça fait partie de l'iconographie de Toussaint Louverture, il a une longue vue. Parce qu'apparemment, quand il était sur les champs de bataille, il n'était pas au premier rang quand même. Donc, ceux qui dirigent les armées sont un peu en retrait sur une colline, et commandent les mouvements de troupes depuis leur longue vue. Donc ça fait partie de l'iconographie normale de Toussaint Louverture. Sauf que là, si on la regarde, j'invite juste à faire l'expérience, si on la regarde, on se dit qu'on a affaire à une reprise de l'image de Galilée. Parce que Galilée, lui, regardait les étoiles, et puis pour dire « et pourtant, elles tournent ». Et cette lunette de Galilée, c'est l'anthropologie veut projeter sa longue vue sur les races et les peuples du monde. Et les peuples du monde ont aussi une longue vue et ils vous regardent vous. Donc il y a un jeu de ce genre. Donc voilà, mais en fait, il fait ce livre, il le dédicace
à ses amis, à ses collègues, je veux dire, aux sociétaires, qui reçoivent tous un exemplaire qu'il a payé, et personne n'en parle. Je veux dire, là c'est la première scène, ils n'ont pas ouvert le livre, c'est tout. Hein, ils ont dit merci monsieur, et l'ont mis dans leur bibliothèque, et puis voilà. et la chose s'est arrêtée là, et des années passent, 7 années, hein, pendant lesquelles il ne se passe rigoureusement rien. Donc, et ce n'est que maintenant qu'on retravaille ces choses-là. Mais il y a quand même une autre mention qui est faite de Firmin dans le bulletin. Je veux dire, même la parution de son livre ne fait pas l'objet d'une recension. Normalement, quand un académicien donne à l'académie un livre, on trouve un entrefilet en disant qu'à la séance du 3 janvier, etc., on a fait réception d'une contribution scientifique de telle ou telle personne. Là, rien. C'est-à-dire, c'est effectivement le silence absolu sur la réception de ce livre. Ce qui veut dire que la position pratique telle que je la comprends, c'est-à-dire de Firmin, sa position pratique, c'est de dire je suis capable de défier l'anthropologie telle qu'elle s'est constituée, d'épuiser l'intégralité des problématiques qu'elle se donne, en le faisant à toute vitesse, de montrer qu'elle suit un chemin qui est une erreur épistémologique profonde et qu'une nouvelle science anthropologique doit être constituée. C'est l'argument, la thèse, réellement ce que Firmin transmet. Cette position pratique n'a pas d'effet. Je veux dire, elle a d'autres effets. Alors c'est déjà un effet. Parce qu'un livre, une fois qu'on l'a écrit, avec un peu de chance, il ne meurt jamais. Donc, et la preuve, c'est que je peux aujourd'hui en parler devant vous. Si vous n'avez pas écrit ce livre, cette après-midi-là n'aurait juste pas lieu. Cette matinée, on n'est pas l'après-midi. Mais voilà, mais c'est tout. Il n'y a pas d'autre effet que ce travail en attente. Et puis le fait qu'une conjoncture aujourd'hui s'intéresse aux questions qu'il posait et qui font qu'il devient un auteur qu'on étudie. Et je voudrais prendre donc la deuxième mention qui est faite donc de la présence d'Anténor Firmin à la Société d'anthropologie de Paris. C'est quelque chose que je dois à un chercheur qui s'appelle Ghislaine Géloin, que je ne connais pas, hein, dont je sais que précisément elle s'intéresse à Firmin et qu'elle a organisé, je crois, elle fait partie des organisateurs d'un colloque qui a eu lieu sur Firmin, mais qui est d'un accès immédiat pour moi, puisqu'elle a écrit la préface à la réédition aux éditions L'Harmattan du texte de Firmin. Donc il y a une préface d'une vingtaine de pages, c'est-à-dire qu'elle a faite et qui témoigne qu'elle a fait un travail d'archive, elle est allée rechercher les textes. Et donc, en relisant les bulletins, elle a effectivement vu apparaître plus 2-3 fois Firmin, donc, ce qui nous permet de savoir un petit peu dans les débats quelle était sa position à l'intérieur des débats qui étaient ceux de cette société elle-même, même si lui-même allait proposer une alternative tout à fait radicale à ce savoir. Et donc, on peut dire qu'à l'intérieur du savoir tel qu'il est constitué, ça sera à partir de mes objets de développement. Après, tu me diras combien de temps j'ai, parce que je suis un bavard qui aime bien qu'on l'arrête. Voilà. Mais on peut dire qu'il s'est constitué des alliés, et alors il est du côté des partisans du milieu. Puisque un des problèmes que se pose la Société d'anthropologie de Paris, alors de façon philosophique, on peut l'énoncer simplement, et nous y reviendrons, c'est répondre à la question « qu'est-ce que l'homme ?» Il s'agit très exactement de ça. Qu'est-ce que l'homme? C'est la question. Et par rapport à cette question, la Société d'anthropologie de Paris a trouvé que la meilleure façon d'y répondre, et il y a du vrai dans cette position, c'était de dire l'homme est un vivant qui présente des apparences multiples. Il y a une diversité impressionnante de ce que nous appelons homme. Il y a une diversité concrète et empirique de ce que nous appelons homme. Et alors, pour faire un travail d'enquête, un travail de recollection et de savoir sur la diversité que prend les formes de la vie humaine, il y a effectivement un débat à l'intérieur de cette société entre ceux qui pensent que les diversités constatables peuvent être ramenées à quelques différenciations importantes
et que cette différenciation importante et réelle indique qu'il y a plusieurs espèces hommes. Donc le mot homme renvoie à des espèces qui sont des espèces multiples, et on appellerait race la multiplicité de ces espèces. Et s'il y a effectivement des espèces multiples, ça rend compte de la multiplicité des apparences de ce qu'on appelle un homme. Ce n'est pas que cela, bien entendu, que Firmin passe alliance dans les débats auxquels vaguement il participe, mais avec l'autre camp qui dit l'être humain est exactement le même, il est une espèce unique, mais j'y reviendrai aussi, deux facteurs expliquent la diversité des apparences. L'une, c'est l'influence du milieu, et l'autre, ce sont les migrations. On ne peut pas espérer que les hommes restent toujours au même endroit, ils se déplacent. Et donc, en se déplaçant, je veux dire, ils produisent, je veux dire, donc, ils se transforment au fur et à mesure qu'ils se déplacent. Celui qui vivait dans un pays chaud et qui va rejoindre un pays froid, morphologiquement, au bout de plusieurs générations, se transforme. Et il y a donc cette influence du milieu. Bon, il y a donc cette autre explication qui est fournie. Et alors, tactiquement, on voit Firmin, dont ce n'est pas l'objet principal, il aurait pu, au fond, être simplement un combattant de la cause, c'est-à-dire des théoriciens du milieu de la migration. Il aurait trouvé son camp à l'intérieur de la société, mais il a fait quelque chose de beaucoup plus ambitieux. Il a écrit ce livre dont il faut encore essayer de comprendre le sens, puisqu'il s'agit de produire un modèle totalement alternatif, c'est-à-dire pas rejoindre un camp par rapport à un autre. C'est un truc entièrement alternatif qu'il va proposer. Alors, arrive une séance qui me met moi sur le chemin de ce que je dois essayer de comprendre dans ce livre-là, et donc Ghislaine Gélouin a transmis dans cette préface des éléments qui me permettent d'en faire quelque chose. Et donc, ces éléments sont ceux de la séance dite du 21 avril 1892. C'est une date qui mérite effectivement d'être relevée, parce que c'est une scène que Ghislaine Gélouin dit qu'elle est effarante. Elle l'est sans doute moins pour ses acteurs que pour nous. Pour nous, elle est rigoureusement effarante, puisque Firmin intervient dans un débat, il intervient en tant que théoricien, avec les théoriciens de l'influence du milieu et de l'influence des migrations, contre ceux qui disent les différences entre les hommes sont innées, je veux dire parce qu'il y a des races différentes, il y a des races supérieures et des races inférieures. Leur grand critère de l'époque, un de ceux qu'ils ont essayé, il y a une liste des critères qu'ils ont essayé pour distinguer les hommes supérieurs des hommes inférieurs, c'est la forme du crâne. Et donc il y a le crâne, alors j'oublie toujours exactement, c'est dolicocéphale et brachycéphale. Il y a le crâne court, qui est censé être le crâne de l'humanité supérieure, et il y a le crâne dolicocéphale, qui serait le crâne de l'humanité inférieure. Donc il y a ce débat autour de ces crânes, et alors on se demande d'où vient cette différence, et les uns vont à nouveau dire c'est à cause du milieu, et les autres vont dire non, c'est inné, c'est dans la race. Firmin intervient là-dedans, et il intervient en tant que dolicocéphale, c'est un homme qui est un dolicocéphale, donc il est le représentant d'une race inférieure, visiblement, et tout d'un coup, les sociétaires s'avisent que cet homme, qui a tous les aspects physiques d'un homme inférieur, parle avec beaucoup de brillant, je veux dire, cite Aristote, Cicéron, je veux dire, bon, c'est juste quelque chose d'effrayant. Il connaît toute l'anthropologie et toutes les doctrines, donc il fait quelque chose de brillantissime. Pour une fois, il avait parlé, puis après, il allait s'asseoir à sa place, et quelqu'un soulève le problème, qui est un problème qui surgit in vivo de la situation. Alors, comment se fait-il qu'un dolicocéphale nous tienne des discours que nous ne sommes peut-être pas capables de tenir nous-mêmes, bon, ce qui, à un moment donné, finit par devenir gênant, quoi, oui. Et alors, on conteste, évidemment, sa dolicocéphalie. On dit, il a l'air, son crâne a l'air d'être un crâne dolicocéphale, mais c'est quand même pas possible. Et donc, on demande à Firmin de prêter sa tête à des mensurations. On va chercher dans les réserves du muséum le céphalomètre, et Firmin, avec beaucoup de civilité, offre sa tête à la science,
Et on mesure et on constate qu'il est vraiment cette race inférieure, incapable de parler et de penser, telle qu'elle est, elle est produite. Il y avait 2 ou 3 Haïtiens qui faisaient partie de cette séance, qui étaient de ses amis, qui se sont prêtés exactement au même exercice pour arriver au même résultat. Nous avions devant nous des dolicocéphales qui parlaient très bien, qui pensaient magnifiquement, et donc qui posaient un problème. Qui invalide la théorie. Oui, mais il en faut beaucoup pour ces gens-là. Et c'est ça. C'est aussi là que Firmin voit qu'il fallait faire autre chose, il fallait faire plus, parce qu'un fait n'a jamais aboli. J'y reviendrai, mais précisément, il ne veut pas être une exception. C'est un peu l'axiome dans lequel il propose. Et alors, la chose devient encore pire, parce que c'est ça, elle le décrit comme une scène effarante, parce que on lui demande si par hasard, il n'y aurait pas une goutte de sang blanc, je veux dire, chez ses ancêtres, parce que ça aurait expliqué quand même, malgré tout, ce qu'il en était. Et là, je crois qu'il est très ironique, parce qu'il répond que il ne peut pas exclure, ne connaissant pas la vie privée de tous ses ancêtres, qu'une goutte de sang blanc n'a pas transité par la veine de l'un ou l'autre chez les ascendants. Bon, parce que tient le discours de la science. C'est vraiment du Popper. Je ne peux pas exclure que ça a eu lieu, quoi. Je veux dire que cet événement, ce qui rassure définitivement donc les personnes qui sont là, et il ne se passe au fond pas grand-chose de plus. Mais c'est une question qui est un des points de départ possibles, je veux dire, du travail que va faire effectivement Firmin, qui est, du point de vue d'une lecture qu'on peut faire en tant qu'on s'intéresse aux questions qui sont celles de la philosophie, qui est de se dire que là, Firmin a été mis en contact avec quelque chose de principiel que font les sciences naissantes de l'homme, qui arrivent du XVIIIe siècle et qui, voilà, au XIXe siècle, vont se développer à travers des institutions savantes, à savoir transformer l'homme en un objet. Là, Firmin a vu qu'on n'a pas dialogué avec lui au sujet de son intelligence. On ne lui a pas demandé pourquoi, c'est-à-dire, il s'exprimait si bien, c'est-à-dire, pourquoi il savait tant de choses. On lui a juste dit, prête-nous ta tête, nous allons la mesurer. Bon, donc, ça, c'est de dire que qu'est-ce que fait la science? La science transforme les objets de connaissance, en objets physiques, en objets réels. C'est ce qu'on appelle la réification de l'objet de connaissance, c'est se mettre en rapport. Ce qui veut dire que le projet de la Société d'anthropologie de Paris, dont on peut dire d'un côté qu'elle est une première tentative en France pour se dire le monde est grand, les manifestations de l'humain sont multiples, il ne faut pas seulement étudier ce qui est près de chez moi, étudions l'ensemble de la planète, enrichissons-nous de la variété de la création. Eh bien, s'il faisait ça, et c'était certainement quelque chose qu'on peut valoriser abstraitement, concrètement c'est un autre problème, mais abstraitement on ne peut refuser à aucune intelligence le fait de vouloir s'ouvrir à toutes les manifestations du réel. De ce point de vue-là, la Société d'anthropologie de Paris est une vraie alternative au monde enfermé dans sa religion, qui était le monde de la fin du XVIIIe siècle, parce que ce n'était pas que les philosophes du XVIIIe siècle, les institutions savantes, la Sorbonne, ça était tenu par une église très inquiète effectivement que tout ce qu'on pouvait penser soit conforme au dogme. Donc, effectivement, la Société d'anthropologie de Paris sort un monde enfermé dans des représentations religieuses qui limitent l'horizon de la pensée, s'ouvre vers tout le réel du monde, que les voyageurs, je veux dire, pouvaient effectivement attester, mais ce que Firmin peut relever immédiatement, ils ne rencontreront avec leur céphalomètre que des objets. Et vous trouvez, je renvoie toujours vers les choses que j'utilise moi-même, j'étais content de voir qu'on trouve par exemple, et je vous y renvoie, ce qu'on appelle la valise trousseau. Je crois qu'elle s'appelle comme ça, oui, la trousse Mathieu, pardon, c'est la trousse Mathieu. La trousse Mathieu est une petite valise que tous les voyageurs officiels de France recevaient quand ils étaient en mission diplomatique. Donc c'était une petite valise, et cette petite valise permettait à nos diplomates qui allaient
visiter le monde, de mesurer des crânes, c'est-à-dire ou de ramasser effectivement des crânes pour les ramener à Paris. Donc voilà, par exemple, moi j'arrive régulièrement de Paris pour venir ici à Port-au-Prince, donc si ce monde existait toujours, à l'aéroport, on me donnerait ma petite trousse Mathieu, je veux dire, pour que j'aille mesurer la diversité du monde. Donc vous la trouvez sur Internet avec son petit matériel précieux, enfin, voilà. Bon, mais non, cette connaissance du monde passait à travers des instruments qui faisaient qu'ils n'allaient pas rencontrer des sujets pensants, ni des sujets parlants, ni des sujets qui avaient une culture, mais simplement ils allaient mesurer, voilà, des corps, des organismes, ils allaient rapporter des mesures. Alors, Gilles Géloin trouve cette scène que j'ai indiquée, c'est-à-dire du 21 avril 1892, à juste titre, effarante, inacceptable, je pense qu'on en serait... elle pose problème, c'est quand même le moins qu'on puisse dire. Elle témoigne, dit-elle, et elle a raison, d'une insensibilité invraisemblable de ces gens qui osent non seulement demander à quelqu'un qu'on lui mesure le crâne, mais jette un soupçon sur la fidélité conjugale de ses ancêtres. C'est quand même pas facile, cette affaire-là. Donc, c'est une certaine insensibilité, c'est le moins qu'on puisse dire. Mais c'est une insensibilité qui est celle de la science en question elle-même. À savoir que de la même manière, on est allé chercher, pour les mesurer, les crânes de Boileau, on est allé rechercher le crâne de Boileau, le crâne de La Fontaine, le crâne de Descartes, je les ai notés, le crâne de Pascal. Ils ont été amenés en grande cérémonie, donc, et on les a mesurés de la même façon. C'est-à-dire qu'on a mesuré le crâne de Firmin. Et le président de la Société d'anthropologie de Paris, qui est M. Broca, a lui-même offert son crâne pour qu'on le mesure, avec le secret espoir qu'on allait trouver un indice de supériorité tout à fait. Il était un peu déçu, c'était pas si supérieur que ça, la scène est connue et attestée, mais quand on s'expose à ce genre de questions, on obtient des réponses. Donc, le criminologue Bertillon, qui est celui qui va faire les premières manières qu'a la police, comme ça, en mesurant les crânes, de retrouver les malfaiteurs, et qui aussi pense que ce sont les intelligences les plus faibles qui font les grands criminels et que les hommes supérieurs ne commettent aucun crime, ce qui est une base de départ assez discutable. Donc M. Bertillon, sur le même objet, a offert son propre crâne. Et le problème du crâne de Bertillon, ça fait partie des anecdotes qu'il faut transmettre parce qu'elles disent des vérités profondes sur les sciences. Le crâne de Bertillon avait tous les aspects d'un criminel. C'est prodigieux, si vous voulez, mais c'est comme ça. Quand on se lance dans ce genre de choses, voilà ce qui arrive. Mais, donc voilà, cette scène est une scène invraisemblable pour nous, mais c'est une scène qui se reproduit. Donc c'est la science elle-même qui produit cette situation. Et il y a un débat tout à fait curieux, c'est que la famille de Victor Hugo a refusé de livrer le crâne du grand poète. Et alors, les hommes de science traitent Victor Hugo d'obscurantiste. Toute la famille était accusée de faire obstacle à la science. Et donc, ils ne disposent pas des mensurations de Victor Hugo parce que, bon, ils ont opposé le droit qu'on ne pouvait pas les forcer à aller déterrer le crâne de Victor Hugo. C'est-à-dire, bon, je crois qu'il était vraiment inhumé, donc il n'était pas à disposition sur une étagère. Et donc, effectivement, la famille n'a pas voulu aller rechercher le crâne de ce grand poète qui dormait en paix, quoi, je veux dire, pour que les autres, avec leur céphalomètre, je veux dire, fassent des théories. Bon, voilà. C'est un monde un peu étrange qui se tourne là-dessus. Et alors, on peut dire, pour finir sur ce contexte dans lequel a lieu cette scène, bon, c'est à nouveau une information qui m'est donnée par Gilles Géloin. On passe entre 1872, qui est le moment où se fondent, où commencent les activités de ce qui va être la Société d'anthropologie de Paris, jusqu'à cette date-là, en 1892, quand il y a cette scène autour de Firmin, où on lui mesure le crâne, il y a la collection de crânes de la Société d'anthropologie de Paris est passée de 5000 crânes, ils avaient 5000 crânes pour faire leur science, et comme c'est une science qui a un véritable programme de recherche qui marche très bien, ils passent de 5000 crânes en quelques années à 24 000 crânes. Ce qui suppose de dire qu'il y a une activité incessante dans cette société d'anthropologie. On apporte les crânes par wagon entier.
Et toute personne qui fait des voyages rapporte, donc va dans les cimetières, va prendre des crânes, achète des crânes. Enfin, c'est une activité absolument donc invraisemblable. Alors, le résultat de cette scène, dans un premier temps, c'est que Firmin a éveillé l'attention, et donc peu après, c'est-à-dire donc dès novembre, donc de avril à novembre, quelqu'un a fait l'effort de lire le livre de Firmin et d'en faire une notice, c'est-à-dire qui paraît donc effectivement dans le bulletin de la Société d'anthropologie de Paris. Je vous y renvoie si vous voulez, je peux vous dire 8 minutes. Parfait. Donc je vais dire 8 choses. Non, mais après je vais résumer. Et là j'étais parti, au fond j'arrive à la fin de la première partie, je peux très bien finir en 8 minutes. Non, il n'y a pas de... Moi je sais ce que c'est qu'être à une table, on se dit 8 minutes, c'est 8 minutes. Non. On verra. Mais, donc, on rend compte de ce livre, et la recension, je prends le risque sans démontrer, parce que les minutes vraiment vont me manquer, pour dire qu'effectivement, c'est pas très intéressant. C'est-à-dire que c'est un livre qui ne va pas être capable de dire quoi que ce soit du livre de Firmin. On peut le démontrer. C'est un homme qui s'est pris de sympathie pour Firmin. Donc, c'est une notice favorable à Firmin, et qui dit que c'est un livre très bien écrit, qui pose de grands problèmes, qui montre une très grande érudition. C'est-à-dire, bon, est-ce qu'il l'a lu? C'est autre chose. Donc, il a juste voulu exprimer donc une sympathie, et il conclut, parce que c'était le problème de départ, ce livre montrait une puissance de travail de la part de Firmin, qui, si tous les hommes donc, qui ont la peau noire la manifestaient, alors il faudrait reconnaître que les Noirs ne sont pas une race inférieure, mais qui disent tous. Voilà. Or, Firmin, j'ai déjà dit, entrer une des choses de son livre, ce qu'il va vraiment marteler, et ce qui fait la force et ce qui le pousse, je veux dire, à arriver au bout d'une œuvre considérable, a pour axiome qu'il n'est pas une exception. Il écrit « Je suis noir et je suis savant ». Mais pas sur le mode d'une exception. On peut être noir et être savant. Cette chose est universellement possible. Et comme il est un théoricien du milieu, là je commence à décrire les choses un peu plus rapidement, voilà, pour régler déjà cette première affaire. Il va faire jouer, ça mérite d'être dit ici, un rôle tout à fait particulier à Haïti, c'est-à-dire qu'il va considérer que le climat africain, puisqu'il pense encore avec des catégories du climat, du milieu, le climat africain, les conditions matérielles dans lesquelles vivent les Africains subsahariens, font qu'ils ont une apparence qui peut être une apparence parfois grossière. Il ne s'agit pas de dire que tous les hommes ont les mêmes apparences. C'est la question ne se joue pas là. Il s'agit de dire qu'ils ont la même intelligence, qu'ils ont le même potentiel génétique, ils sont une seule et même espèce humaine. Mais que sous certaines conditions, les qualités de l'espèce humaine peuvent se développer moins. Et dans la connaissance qu'il a, qui ne doit pas être bien étendue de l'Afrique subsaharienne, il accepte cette intoxication du milieu qui l'entoure, que dans l'ensemble, les peuples qui vivent en Afrique subsaharienne seraient des peuples qui n'ont pas développé toute leur intelligence et toute leur culture. Et à ce moment-là, Haïti devient, pour lui, l'expérience cruciale, parce que ce sont des descendants de l'Afrique noire. Eux, incontestablement, dans des conditions difficiles, ont développé une très haute culture, et son livre va montrer que Haïti produit des hommes de lettres, des musiciens, des mathématiciens, des juristes. Bon, que Haïti est un répertoire d'intelligence mondiale. Et alors, c'est pas simplement pour dire du bien d'Haïti, puisqu'il est lui-même haïtien, il sait qu'il est juge et parti, mais pour dire c'est l'expérience cruciale. Haïti démontre que la race
qui est les races, les peuples, c'est-à-dire qui existent en Afrique subsaharienne, il suffit qu'ils bénéficient des conditions historiques qui sont celles d'Haïti pour potentiellement développer des humanités tout à fait éblouissantes. Ça fait partie donc, de son affaire. J'avais prévu une deuxième chose, donc je regarde rapidement, que je ne vais donc pas du tout développer parce que c'était excessivement long, qui était une manière de prendre, mais je vous renvoie pour ceux que la question intéresse, j'ai déjà renvoyé mes étudiants de l'ENS vers cela, qui est, on peut, c'est une des choses qu'on peut faire pour ce livre, de montrer dans quelle configuration épistémique il va défendre sa thèse de l'égalité des races humaines. C'est dans un grand débat qui commence au XVIIe siècle et qui va finir dans le racisme le plus échevelé autour de la question des races humaines, et qui en particulier est ce qu'on appelle la querelle des monogénistes et des polygénistes. Les monogénistes, je résume les conclusions de ça, l'article, et vous le trouverez, c'est celui de Dominique Tombal. On trouve ça dans la revue éthiopique, bien entendu. Je crois que c'est la revue éthiopique, et c'est une belle histoire. Une belle histoire, c'est une histoire épouvantable, de tout ce que ces gens ont pu écrire. Mais c'est un travail extrêmement bien fait et extrêmement précis. Et donc, il montre comment la thèse monogéniste, il y a une seule race humaine, et il y a des conditions différentes qui font que les peuples après deviennent différents. Les monogénistes sont dans un moment de faiblesse théorique. L'arme de la théorie du milieu et l'arme de la théorie des migrations n'est pas un programme puissant, il faut comprendre pourquoi, face à la situation, je veux dire, de recherche à l'époque de Firmin. Le programme scientifique de pointe, c'est celui qui collectionne tous les crânes qu'on a vus et qui est polygénique. La force du polygénisme, mais qui est une force effrayante puisqu'elle conduit à des désastres, à des catastrophes intellectuelles. Et la force du polygénisme, c'est que c'est elle qui fait passer ce qu'en philosophie on appelle du monde clos vers l'univers infini, qui est le titre d'un ouvrage célèbre de Coiré, et qui dit que la science moderne est une science qui, au lieu de mettre de l'ordre du monde dans un environnement un peu fermé, et en partie un environnement fermé où, finalement, qu'est-ce que c'est que l'homme? On y répond, c'est quelque chose qui ressemble à Dieu. C'était comme ça la situation. Et donc, vous trouvez des monogénistes qui pensent que Dieu a créé une seule race humaine. Donc, des monogénistes, vous en avez dans la société française, à commencer normalement par presque tous les croyants de l'Église. Pensent que Dieu a créé Adam, et tout le monde descend d'Adam, qu'il faut juste expliquer pourquoi Adam ne ressemble plus beaucoup à Adam dans certains pays que l'on découvre. Bon. Et donc, voilà les questions qui se posent. Mais ça reste clos. La force du polygénisme qui est de dire, mais non, il y a eu de nombreuses races qui sont apparues partout dans le monde, paraissent en phase avec l'extension de la science vers la totalité du réel. Donc, c'est un programme en pleine extension, en pleine puissance que celui-là. Sauf qu'il arrive très rapidement à être des théories qui veulent démontrer la supériorité de la race blanche sur toutes les autres races. De la race celte, c'est-à-dire sur la race mongole. Et ce sont des théoriciens qui seront encore lus par le nazisme. Je pense à un Allemand. Et ce programme a tellement le vent en poupe que, puisqu'on reprend la question des exceptions, je vais juste prendre une anecdote de cette histoire pour que vous sentiez quelle est la catastrophe pour ceux qui... Voilà, quand il faut faire vite, on peut utiliser des images. C'est-à-dire, elle est celle d'un théoricien allemand, c'est celui, je ne vais pas retrouver son nom, ça n'a pas d'importance, vous retrouverez ces données, donc qui est du XVIIIe siècle, et ce théoricien allemand croit avoir, dans une dissection donc d'un cadavre d'homme noir, il aurait découvert que la substance du cerveau dans la race noire n'est pas blanche mais noire, et de la même façon que le sang qui coule dans les veines, effectivement, d'un homme noir
peut-être croire qu'elle ressemble à du rouge, parce que comme ils ont dû en tuer quelques-uns et en blesser certains, mais que quand on applique un linge dessus, eh bien on s'aperçoit que ce sang rouge vire au noir. C'est juste une fantaisie de l'imagination que cette affaire. Et alors, vous avez un courageux Hollandais qui s'appelle Camper, qui veut lutter, contre ces théories dont il voit bien le racisme épouvantable qui y préside, et qui organise des dissections publiques. Donc, vous imaginez, en place, en Hollande, en place de grève, on amène quelques cadavres d'hommes noirs, et on ouvre leur cerveau devant tout le monde pour faire constater que la cervelle est blanche, et que le sang est rouge. Et il a fait ça 3 fois, 10 fois, ça n'a pas empêché les polygénistes de continuer à développer des théories extrêmement racistes. Le contre-exemple n'est pas suffisant. C'est assez facile. Bon, alors, c'est juste pour dire, et pour situer, je vais arriver à ma conclusion, je vous rassure, ou en tout cas les pistes vers lesquelles je souhaitais aller, mais je vois bien que je suis trop long et du coup je ne dis pas grand-chose. Bon, alors, mais donc, qui est de décrire ce à quoi fait face, Firmin. Donc Firmin, je l'ai représenté au début, ce livre de Firmin, comme un homme qui, en écrivant un livre majeur, affronte toute une science, qui est une science qui a le vent en poupe, toute une science à lui tout seul. Ça produit en soi rien de plus, mais c'est ça. Mais c'est plus que ça. Si vous restituez cette histoire des débats entre monogénistes et polygénistes, menant du XVIIe siècle jusque finalement dans le tout début du XXe, donc c'est là, eh bien il affronte un paradigme qui est un paradigme dominant sur la manière de répondre à la question « qu'est-ce que l'homme ?» Et il l'affronte avec, c'est une des explications pourquoi il l'affronte avec tant de philosophie, tant de culture, tant de savoir, parce qu'il peut l'affronter avec le savoir des hommes des Lumières. Le savoir des hommes des Lumières était bienveillant à la découverte d'autres races. Il n'y en a qu'un qui fait exception, on ne va pas l'oublier, c'est Voltaire. Voltaire écrit sur les autres races. Bon, ce qu'est Voltaire. Voltaire est un homme intéressant. Il a mené des combats passionnants. Mais en même temps, c'est un aristocrate méprisant. Donc, exception faite de Voltaire, je ne pense pas qu'il y en ait beaucoup d'autres. Les hommes des Lumières sont très accueillants à la diversité des manifestations de l'être vivant. Bon. Et donc, Firmin, reprenant appui sur tout cela, va maintenant résister à ce que devenait la question « qu'est-ce que l'homme ?» au fur et à mesure que l'anthropologie était entraînée vers une spirale absolument raciste et dont l'unique objet était de bien décrire et le plus minutieusement possible la supériorité d'une certaine race par rapport à d'autres. Et alors, à ce moment-là, c'est intéressant, pour moi, les questions de Vienna, c'est, bon, comment il fait pour cela? C'est-à-dire, comment est-ce qu'il peut affronter, une configuration épistémologique si forte et un enjeu de société tellement important, puisque à partir du moment où la science est une science qui s'est émancipée des représentations religieuses, la question de répondre qu'est-ce que l'homme, on ne peut plus répondre c'est le Fils de Dieu, et dès lors, voilà, ou c'est l'homme créé par Dieu, ou c'est le Fils du Fils, voilà, on ne peut pas utiliser cet ensemble-là, et donc on ne peut pas utiliser l'économie dans laquelle pour être un homme, il faut ressembler finalement à la divinité, ou à l'idée que l'homme se fait de Dieu. La science doit répondre en disant qu'est-ce que l'homme? Eh bien l'homme est celui qui est capable de faire de l'homme un objet de science. Qu'est-ce qu'un homme? C'est exactement cela, ce que l'homme peut essayer de pouvoir y répondre en allant enquêter auprès de tous les peuples, en les mesurant, en les comparant. Et Firmin est celui qui résiste donc à cet enjeu formidable, en réalité, de civilisation, qui est, voilà, au moment où toute cette volonté de savoir ce que c'est que l'homme par l'enquête positive, par les mesures, par la comparaison, est celui qui dit ces mesures partent, dans une direction qui est celle d'un préjugé tout à fait accablant. Alors après, si j'avais le temps, on en reparlera toujours, il faudrait dire que ça indique, toujours dans cette partie épistémologique,
des stratégies d'écriture tout à fait particulières et qui sont effectivement intéressantes. Et je vais juste dire deux choses. La première, c'est qu'il se décrit lui-même comme un voyageur dans cette science. Et il dit régulièrement, c'est un plaisir de se promener au milieu de tous ces tableaux, de toute cette science qui décrit l'infériorité prétendument des uns par rapport aux autres, parce qu'il montre que tous ces tableaux sont juste absurdes. Ils se contredisent les uns les autres. Et donc, quand il va à toute vitesse, il n'essaye pas de les comprendre, il n'essaye pas de les réfuter. La seule chose que fait Firmin, c'est de montrer que c'est d'une incohérence totale. Il y a une profonde incohérence de cette science qui, dans la compétition scientifique, montre, je veux dire que c'est une science désordonnée que cette science. Je vous indique à nouveau une remarque. Il y a un moment donné, on a voulu distinguer les races humaines, toujours supérieures et inférieures, en étudiant la forme du bassin des femmes. Parce que c'est une question importante du point de vue des races, que c'est les gens de la fécondité, de l'interfécondité, enfin, c'est une problématique décisive pour savoir ce que c'est que l'homme, c'est sa capacité à se perpétuer. Est-ce que les mulâtres sont capables d'avoir des enfants? C'est-à-dire des réponses tombent sous le sens, mais ces gens-là ont eu du mal finalement à l'admettre. Ce sont des choses assez étranges. Et alors, du point de vue du bassin des femmes, il fait remarquer qu'on a collectionné des squelettes de femmes, bien sûr, pour faire ces mesures. Et alors, dans la collection qui est à l'appui de la théorie, il y avait plus d'une vingtaine de bassins de femmes, de femmes noires, et il y avait 2 bassins d'européennes. Il dit, c'est tout de même curieux qu'à Paris, on ait si facilement beaucoup de bassins de femmes noires, dans un pays où manifestement elles habitent quand même beaucoup moins, et qu'on a réussi à trouver, pour faire ces comparaisons parfaitement scientifiques, que 2 bassins d'européennes. Donc il montre que les conditions de ce travail de science est farfelu et qu'il est profondément au service de ce qu'il appelle la passion inégalitaire. Petit à petit, il montre que toute cette science, en fait, développe une passion tout à fait inégalitaire. Bon, c'était la première chose que je voulais dire. Une des choses que je rajoute 2-3 choses. On peut, en philosophie, pour indiquer une piste, je l'ai fait ailleurs, on peut montrer qu'en suivant cette piste, on peut commencer, et Firmin le fait, mais on peut le faire plus que lui, je crois encore, voilà, sur les bases qu'il a données, pas mieux, hein, mais aller plus loin dans la direction qu'il montre. On peut petit à petit commencer à modifier le paysage qu'on a sous les yeux. C'est-à-dire, dans un premier moment, vous avez sous les yeux des hommes de science qui sont dans un programme scientifique d'envergure moderne, qui ont presque la bonne intention, c'est-à-dire de vouloir découvrir la richesse du monde, qui sont quand même liés de façon pas vraiment obscure avec l'institution de l'esclavage, pour pas mettre clair, mais voilà, ces hommes sont des hommes de science appliqués à la science. Puis vous tournez un tout petit peu l'image, et c'est ça qu'on voit dans le texte de Firmin, vous avez l'impression d'être devant une secte assez curieuse qui passe son temps à mesurer des crânes pour démontrer que ceux qui ont des crânes courts sont une espèce supérieure face à ceux. On a un rituel, que dans la faculté d'ethnologie, je crois qu'on peut dire que Firmin fait une lecture montrant que les vrais sauvages sont ces Parisiens en costume et redingote qui se réunissent régulièrement toutes les semaines autour de crânes, appliquent dessus d'obscures mesures pour démontrer que dans l'ordre du monde, ils sont la race supérieure. Là, il y a un véritable rituel archaïque. Et donc, il fait ce passage. Et on pourrait, quand je dis qu'on peut prolonger ça, c'est qu'il y a dans les livres de Jacques Derrida un certain nombre de choses qui montrent comment l'archaïque, c'est-à-dire surgit effectivement dans la modernité, et qu'il suffit juste d'être un peu attentif à ce qui se passe, et tout d'un coup se dire, attendez, qu'est-ce que c'est que ces mesures, et c'est censé être la science. Et après, donc, c'est juste pour indiquer ce que je crois qu'un d'autres vous connaissent et que je n'aborde pas, c'est que toute la deuxième partie est une partie dans laquelle Firmin va inventer une autre anthropologie, c'est bien connu, je pense que c'est sa place réelle, qui va répondre, et ça on peut le démontrer, il faudrait beaucoup de temps pour le faire, mais dont on peut montrer qu'elle va répondre point par point à toute l'absurdité de la science qui était en cours. Donc, tous les tableaux qui montraient, vous allez être surpris,
que les hommes et les femmes de race noire sont petits, sont faibles, sont laids, je veux dire, en face de ces races blanches qui sont tellement belles, tellement dignes, je veux dire, tellement splendides. Bon, qu'est-ce qu'il va faire en face? Et c'est absurde, je veux dire, ces tableaux. Il va montrer en face, non pas par des tableaux, mais il va faire l'éloge, par exemple, de la beauté de la femme noire. Il y a des pages de Firmin, je veux dire, c'est de la poésie pure. C'est déjà du Senghor, c'est déjà du Césaire. Femme, je dis comment, vous connaissez tous ces poèmes beaucoup mieux que moi, quoi, femme noire, etc. Bon, voilà, déjà Firmin le fait. Il répond, je veux dire, point par point, parce que il dit les anthropologues de Paris n'arriveront à l'unité de l'espèce humaine, une fois qu'ils auront étudié toute la diversité des races humaines, ils n'y arriveront que dans la mort, dans l'égalité de la mort. Et donc, ils interprètent aussi comme ça leur passion des crânes. Bon, ben, ce sont des gens qui aiment la mort et qu'ils devaient créer et fonder l'ethnologie sur les puissances de vie. Et donc, il va montrer que qu'il y a une anthropologie capable de saisir la vie et non pas la mort. Voilà. D'accord, merci. J'ai voulu respecter un peu j'ai voulu un peu respecter le rituel ici, parce que en principe, dans le séminaire, on donnait 1 heure de temps à l'intervenant invité pour ensuite. Oui, justement. Stéphane a fait exception à cette règle. Donc, du coup, on était complètement emballés dans son intervention. Donc là, je passe la parole à Maud pour lancer le débat. Oui, c'est pas très courageux de sa part. Parce que, alors, d'abord, merci, un grand merci à Stéphane. Et je ne vais pas parler longtemps parce que l'exercice est difficile. C'est pour ça que voilà. Je te renvoie la balle. Donc, comme l'exercice est difficile, je vais renvoyer la balle à la salle. Non, parce que je pense que vous avez beaucoup de questions. Moi, j'aurais beaucoup de questions à poser, des remarques à faire, mais je tiens à dire merci à Stéphane. C'est d'abord parce que, en ce qui me concerne, peut-être que je ne suis pas la seule. Moi, Stéphane, il m'a donné envie de relire Firmin. Il m'a donné envie de relire Firmin en me posant d'autres questions que celles que je me suis posées. Et j'aurais le culot de dire aussi que, effectivement, la conjoncture actuelle fait que Firmin n'est plus dans cet oubli, dans cette honte, dans ce silence. Mais en même temps, jusqu'à quel point, j'ai envie de dire, qui a vraiment lu Firmin? Je crois que c'est aussi une question qu'on doit se poser. C'est aussi la question des enjeux d'un répertoire qui oublie certains. Et d'ailleurs, c'est drôle parce que ce matin, en arrivant, j'ai écouté une émission. Alors, je ne suis pas philosophe du tout. Les références ne sont pas que RFI, mais ce n'est pas tellement tout. Hein. Mais j'ai écouté une émission avec un philosophe dont j'ai oublié le nom ce matin, camerounais par ailleurs, hein, et qui s'interrogeait aussi sur l'oubli de cet héritage de la philosophie. Donc, c'est toute la question du répertoire de référence. Alors, je vais être très brève en disant qu'effectivement, pour ce qui concerne l'histoire de l'ethnologie en Haïti, l'œuvre de Firmin, 1885, c'est un moment de cristallisation, hein, on sait, et en même temps, je me souviens des propos écrits, des lignes écrites par Carlos Relius, qui nous invitait aussi peut-être à revoir cette date de 1885 comme un impératif presque méthodologique avec toute la sédimentation intellectuelle de Firmin. C'est quand même une question que j'aimerais avoir quelques éclaircissements. Ça, c'est un premier point. Moi, je voudrais remercier aussi Stéphane pour l'histoire des idées et des méthodes en anthropologie qu'il nous a livrées là. Parce que je pense que c'est tellement capital de contextualiser cette œuvre dans l'histoire des idées et des méthodes en anthropologie. Alors, moi, j'ai simplement envie d'ajouter ça aussi, je veux dire, la naissance de la biologie, aussi la naissance de la biologie, dont s'inspire fortement l'anthropologie. C'est aussi une société anthropologique de Paris qui travaille sans ethnographe, en fait, l'ethnographie n'existe pas. Hein. C'est aussi cette égalité sociale plus que anthropologique, telle que vont la poser, et certains l'ont déjà posé, ces sociologues de l'école de sociologie qui n'existe pas encore, mais qui est en train d'exister. Mais
renaturaliser aussi l'esclavage dans le contexte haïtien et au-delà de lui-même, d'abord de là. Donc, c'est projet anthropologique et pensée politique, j'ai envie d'ajouter. Moi, j'aimerais aussi avoir quelques peut-être sur l'implication politique de l'œuvre de Firmin. Et j'ai envie de dire aussi, encore une fois très brièvement, que ce qui nous fait rire, ce qui nous fait sourire, ce qui nous inquiète aussi, c'est de voir, parce que là aussi je viens de mots certainement éloquents, qu'on aurait des images de ces hommes mesurant les crânes. Elles sont aussi éloignées de cette période-là, parce que je veux dire, on n'est pas si éloigné de cette période. Ici, en termes d'enseignement, on a continué largement, y compris en Haïti, à enseigner une certaine anthropologie physique. Et puis, ces modèles du diffusionnisme, particularisme historique, qui vont continuer dans les 30 premières années du XXe siècle, c'est aussi, me semble-t-il, interroger l'œuvre de Firmin dans ces années-là. Bon, j'arrête parce que, je sais pas d'ailleurs si j'avais pris mais voilà. Moi, j'ai envie de poser une question de manière un peu radicale. Firmin est-il de son temps ou ne l'est-il pas? Je ne sais pas si c'est un grand, mais j'ai envie qu'on essaie de... Pas pour m'éclairer. Et puis, je voulais dire une chose, voilà, parce que cette unicité du genre humain, elle est là, elle est pensée, et en même temps, elle n'est pas là. Bon, j'arrête. Je ne sais pas si Stéphane vous répond, parce que ça se trouve... la première... Sur la première question, je crois que je peux, c'est-à-dire... Parce que c'est un geste qui s'impose et qui est vraiment intéressant. Au moins philosophiquement, il est même extrêmement profond, puisque il s'impose de penser dans le cadre qui est posé donc, de cette science. Il va faire exploser ce cadre, mais il va faire exploser ce cadre de l'intérieur de la science anthropologique. Donc il s'impose justement ce qu'il appelle ses promenades à travers toute la documentation que réunit et tous les livres. Et il n'en manque aucun parce qu'il ne veut pas, par exemple, ressurgir dans un premier temps. C'est pour ça que la première partie du livre me paraît absolument décisive, parce qu'il peut plaider l'égalité des races humaines. Ah ben, il aurait pu prendre Jean-Jacques Rousseau, il aurait pu prendre bien des choses. Hein, je veux dire, c'était faisable. Il y avait des modèles possibles. Non, il veut être anthropologue. Ça s'appelle de l'anthropologie positive, donc c'est en référence à Auguste Comte, bien sûr. Mais donc il croit qu'il y a une évolution des sciences, et c'est de l'intérieur de la science. Et donc, avec les canons de la science, il doit d'abord les laisser, en fait, donc c'est pas exploser, mais imploser. Ils doivent tomber. Et donc, alors, il y a une expression d'Alain Badiou qui fait partie de nos références, quoi, parce que, voilà, il est dans mon université, on a travaillé avec lui, il sait ce qui se passe ici en Haïti, et Rancière était venu, et lorsqu'il dit, donc c'est juste pour situer pourquoi je pense à eux, parce qu'ils sont proches de ce qu'on fait très souvent ici, que ça ne coupe qu'une image, mais c'est de creuser, je veux dire, de creuser en profondeur pour découvrir des vérités plus fortes, et en creusant la science, non pas en faisant un pas de côté. Et ça s'applique merveilleusement à Firmin. C'est en se soumettant aux critères de l'anthropologie, avec une ironie, ce qui suppose que de temps en temps, je ne vais pas s'empêcher d'envoyer des méchancetés inimaginables sur tous, je veux dire, en disant qu'ils mènent des guerres picropolines, l'ironie est très très violente, mais cette ironie très violente, elle vient juste créer le point d'ironie qui permet de faire basculer le paysage, mais le paysage, il est d'adhérer. Moi, j'ai le culte de la science, je crois à ces travaux. Je dirais, si jamais, dit-il, alors il joue le jeu jusqu'au bout, si jamais ces travaux aboutissaient sans absurdité à dire que je suis un être inférieur, je serais le premier à signer des deux mains. C'est vraiment à l'intérieur.